Aujourd'hui, j'ai vu passer un TikTok que je suis sûrement pas la seule à avoir vu passer parce que je l'ai vu sur Twitter en fait, qui disait que Les 7 maris d'Evelyn Hugo était encore un bouquin avec des personnages saphiques écrits par une femme cisgenre et hétéro et que en fait on en avait marre que ce genre de bouquin soit hypé plutôt que de hyper du On Voice et des bouquins écrits par des personnes queer. On parle souvent du On Voice sur cette chaîne, enfin souvent, de temps en temps, et je suis assez d'accord avec l'idée. Ma question étant, qu'est-ce qui vous prouve que Taylor Jenkins Reid, c'est bien comme ça qu'elle s'appelle, que Taylor Jenkins Reid est vraiment cisgenre ou hétéro? Le On Voice ou On Voices, je sais jamais comment on dit, si vous ne savez pas ce que c'est le fait d'écrire quelque chose quand on est concerné, de lire quelque chose écrit par des concernés. Par exemple, si le livre que je lis est sur un personnage noir, il est mieux qu'il ait été écrit par une personne noire. Si mon livre est écrit Si le personnage de mon livre a des femmes lesbiennes, il est mieux que ce soit écrit par une femme lesbienne. Et tout ça, peu importe la minorité ou la communauté sur laquelle on décide de baser le livre. C'est mieux que ce soit écrit par quelqu'un qui sait tout simplement de quoi il ou elle parle. Parce que vous pouvez crier à la censure autant que vous voulez. Si vous n'avez jamais connu l'homophobie, c'est pratiquement impossible de parler correctement de l'homophobie puisque vous ne savez pas ce que c'est, peu importe ce que vous avez pris dans vos recherches, peu importe ce que vous avez entendu ou les témoignages, de votre point de vue à vous, vous ne savez pas ce que c'est que de vivre l'homophobie. C'est pareil pour le racisme, toutes les formes de queerphobie, le validisme et tout ça encore. Il vaut mieux lire du On Voice ou du On Voices, je sais jamais, parce que déjà ça permet de mettre en avant des personnes concernées qui se voient fermer les portes des maisons d'édition ou des agences de production ou des labels, tout ce que vous voulez, peu importe l'art dont on parle. Ce sont des personnes qui se voient fermer des portes simplement pour qui ils ou elles sont, et parce que leur texte, leur travail est plus vrai, plus proche de la vérité. Il n'y a pas de stéréotypes, il n'y a pas d'insultes ou d'homophobie ordinaire, de racisme ordinaire, tout ce genre de choses que l'on retrouve dans les livres qui ne sont pas écrits par des concernés. Je suis derrière le On Voice à 100%. Je pense que c'est mieux, je pense que c'est très important et je pense que c'est quelque chose dont nous devons absolument parler et mettre en avant. Mais il a ses limites. Il a ses limites principalement en ce qui concerne les personnes queer. Et je dis principalement parce qu'en fait, étant concernée, c'est le sujet sur lequel je peux me plus m'étendre. Mais il y a probablement peut-être d'autres communautés qui viendront me dire qu'elles sont concernées également. La limite, c'est que malgré ce que beaucoup veulent nous faire croire avec tous les stéréotypes et tout ça, c'est pas forcément écrit sur notre visage que nous sommes des personnes queer. Et faire un coming out, ça peut être très long, très difficile, et c'est quelque chose que l'on doit faire nous-mêmes de notre propre chef. Seulement voilà, quand vous êtes une personne queer dans le placard, et que vous écrivez sur des personnes queer, on estime, on devine, on suppose que vous êtes une personne cisgenre hétéro, encore une personne cisgenre hétéro qui écrit des romans sur des personnes queer sans savoir de quoi il ou elle parle. Aux dernières nouvelles, oui, je ne me souviens pas que Taylor Jenkins Reid ait fait son coming out. Donc aux dernières nouvelles, on suppose tous un petit peu qu'elle est une femme cisgenre et hétéro. Mais elle pourrait également être une femme queer dans le placard qui n'a pas encore réussi ou osé faire son coming out ou qui ne sait peut-être même pas encore, qui n'a même pas encore compris cette partie d'elle. Voilà, enfin je veux dire, il y a des personnes qui font leur coming out très tard, que ce soit parce que ils attendaient le bon moment, que ce soit parce que ils n'osaient pas, ils voulaient pas perdre des membres de leur famille, parce qu'ils avaient peur de l'homophobie, ou parce qu'ils se sont rendus compte très tard qu'en fait ce petit truc qui était différent chez eux, c'était ça. Le souci du coup avec le On Voices et le On Voice, c'est que on cherche un petit peu à sortir du placard des personnes qui ne sont peut-être pas prêtes. Tout ça parce qu'il est vrai qu'on en a marre d'avoir des personnes hétéros qui écrivent sur nous et qui écrivent mal sur nous. Ce n'est pas le cas des 7 maris d'Evelyn Hugo en tout cas, enfin moi je ne l'ai pas ressenti. Et on en a marre également de se voir fermer des portes simplement parce qu'on écrit des personnages queer tout en étant queer.
Parce que si vous écrivez des personnages queer, ok, il y a plein de portes qui se ferment, mais si en plus vous l'êtes, ah bah, il y a encore moins de portes. Hein. Évidemment, on en parle de plus en plus et c'est moins difficile qu'à une certaine période. Mais une amélioration de 0,1%, pour grossir la chose, une amélioration de 0,1% est peut-être une amélioration, mais ça ne veut pas dire qu'on est arrivé à 100%. C'était ma petite comparaison pourrie du jour. Ce que j'essaye de dire, c'est que c'est super de demander du Own Voice, Own Voices, je sais toujours pas. Je suis d'accord et je suis à fond derrière l'idée. Je trouve que c'est important, mais ça ne veut pas dire qu'on doit forcer des artistes à faire leur coming out s'ils ne sont pas prêts, ou même s'ils n'en ont pas envie. Ce genre de choses, ce genre de TikTok par exemple, bah c'est peut-être pousser un artiste ou une artiste à faire un coming out pour lequel il n'est pas prêt. Voilà, quand on fait un coming out, on sait qu'on va perdre des personnes dans notre entourage, et des fois on n'est pas prête à perdre ces personnes, même si on sait qu'elles ne nous acceptent pas entières et qu'elles ne nous accepteront jamais entières, on n'est pas prête à les perdre maintenant. Tout comme on n'est pas prêt à faire face à l'homophobie quotidienne, de faire face à la queerphobie quotidienne, de faire face aux droits qu'on nous retire, comme par exemple la PMA, par exemple, qu'on appelle la PMA pour toutes et pour tous, mais qui n'est pas le cas, puisque les personnes trans sont encore exclues de cette loi, qu'il a fallu qu'on se batte pour avoir les droits de se marier et qu'on cherche encore à nous les retirer, qu'il y ait des pays actuellement qui disent qu'il ne faut pas montrer aux moins de 18 ans la moindre représentation queer et qu'on a des personnes en France, des personnes politiques en France qui sont derrière ces idées et qui voudraient les appliquer en France également, et ces personnes politiques qui disent que les enfants ne doivent pas être exposés à quelconque orientation sexuelle avant 18 ans, et quand on sait que quelconque orientation sexuelle ça veut juste dire tant que c'est pas hétéro, enfin voilà, on n'est pas forcément prêt à s'exposer à tout ça, on n'est pas forcément prêt à dire que notre roman c'est du Own Voice. J'ai commencé à me définir comme une personne queer assez sur le tard en fait, ça fait pas longtemps, ça fait depuis 2021 que vraiment j'en parle sur mes réseaux et tout ça, mes amis étaient au courant, je suppose que ma famille aussi, mais j'en avais jamais vraiment parler, j'en avais jamais vraiment parce que j'étais pas prête, et les romans que j'écrivais avaient tous des personnages queer et je me suis toujours sentie super illégitime parce que je me suis toujours dit que si jamais je venais à publier mes livres, on viendrait me faire cette remarque alors que je savais de quoi je parlais en fait, alors que, pas pour tous les personnages queer, mais que pour en tout cas ce qui concerne la sexualité et la bisexualité ou le biromantisme, je sais de quoi je parle. Et c'était aussi ce qui me poussait à ne pas poster mes bouquins sur internet, certains de mes bouquins sur internet quand j'étais sur Wattpad, parce que je ne voulais pas faire mon coming out en fait au travers de mes livres, j'étais pas prête et je voulais pas non plus recevoir la moindre remarque sur le sujet. C'est pour ça que quand j'étais sur Wattpad, vous n'aviez que le premier tome de ma tétralogie. Parce que dans le premier tome de ma tétralogie, il n'y avait aucun personnage queer, alors que par la suite, il y en a plusieurs. Dernièrement, c'est l'autrice Becky Albertalli, c'est comme ça qu'elle s'appelle, j'ai fait des recherches sur le côté, Becky Albertalli, qui n'a pas eu d'autre choix que de faire son coming out en tant que personne bi, parce que elle se faisait harceler sur les réseaux sociaux, en disant qu'elle était encore une personne hétéro qui écrivait des bouquins queer. Alors que, honnêtement, on crache un petit peu sur Love Simon sur cette chaîne parce qu'on n'entend parler que de ce bouquin, mais Love Simon, ça a été un bouquin qui a énormément aidé surtout les jeunes hommes homosexuels. Parce que ça mettait en avant un jeune homme homosexuel qui se battait avec son coming out, qui avait peur de faire son coming out. Le film est sorti, il y a ensuite eu la série Love Victor que je vous recommande chaudement, j'adore cette série. Elle a ensuite écrit Léa à Contretemps, qui est avec un personnage bisexuel. Il me semble que c'est bisexuel, corrigez-moi si je dis une bêtise. Et ce sont des livres qui sont considérés comme un petit peu des basiques de notre littérature queer, de notre littérature jeunesse queer, dont on n'entend parler que de ça. Et l'autrice était queer et pas prête à faire son coming out. Et elle s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux pendant des années parce que elle n'était tout simplement pas prête à exposer au monde qui elle était entièrement. On peut aller un peu plus loin et parler également de Demi Lovato. Demi Lovato a toujours milité pour les droits LGBTQI+, que ce soit dans son clip Really Don't Care qui était filmé à la Pride, bien que j'ai jamais compris pourquoi cette chanson avait été filmée à la Pride parce que ça n'a rien à voir, mais le clip a été filmé à la Pride.
Demi a également joué une femme lesbienne dans Glee aux côtés de la très regrettée Naya Rivera. Demi se disait être lesbienne pour ses lovatiques. Voilà, Demi a toujours milité pour les droits LGBTQ+, et pendant longtemps, Demi était l'allié, en fait, de la communauté. IL chantait dans des bars gays, IL avait des drapeaux sur scène, enfin le drapeau des fiertés sur scène, enfin voilà. Mais pendant très longtemps, eh ben, Demi était considérée comme une personne hétéro, parce que Demi n'avait jamais fait son coming out. Et quand est sortie sa chanson Cool for the Summer, je déteste cette chanson, mais quand cette chanson est sortie, ça a fait tout un débat sur internet. Parce que cette chanson parle clairement de relations sexuelles, et même si aucun genre n'est donné dans la chanson, on suppose que ça parle de relations sexuelles entre deux femmes. Je dirais bien que c'est métaphorique, mais même moi qui suis pas très douée avec les métaphores, j'ai pas eu besoin d'aller chercher très très loin pour comprendre que ça parlait de ça. S'en est suivi les performances sur scène, où Demi dansait très collé serré avec ses danseuses. Ça avait fait tout un tollé, parce que Demi n'avait jamais fait son coming out, Demi était considérée comme hétéro, et ras-le-bol en fait des artistes qui jouent sur la bisexualité ou l'homosexualité pour faire vendre, pour faire sexy. Et donc Cool for the Summer a fait un tollé, et beaucoup de gens ont commencé à dire que c'est bon, il fallait que Demi arrête, parce que IL surfait sur cette vague de jouer sur l'homosexualité ou la bisexualité uniquement pour faire vendre, surtout que la promo était également beaucoup, la promo du single était également beaucoup basée là-dessus, sur est-ce que Demi a déjà embrassé une femme, est-ce que la chanson parle bien de sexe entre femmes, la promo a beaucoup joué également. Même la chanteuse Halsey avait parlé en disant que, en tant que femme bisexuelle, elle en avait ras-le-bol de voir ce genre de choses, tout ce queerbaiting, tout ce qu'on veut, et j'étais d'accord à l'époque. Parce qu'à l'époque, la petite moi dans le placard, on avait également ras-le-bol de voir ce genre de choses. Courant 2020, Demi fait son coming out pansexuel, et début 2021, elle fait son coming out non-binaire. Donc comme quoi, Demi n'était pas seulement l'allié de la communauté, elle est queer. Et elle est sûrement queer depuis Cool for the Summer et depuis bien avant. On le savait pas parce qu'on a supposé qu'une personne qui ne fait pas son coming out est une personne hétéro, et ce qui est normal parce que les personnes hétéros n'ont pas à faire leur coming out. Et donc, on s'est basé là-dessus, uniquement. Sans se dire que peut-être il y avait derrière cet artiste des choses qu'on ignorait. Notamment, c'est également le clip de Billie Eilish qui a fait beaucoup polémique, Lost Cause, où c'est vrai qu'on dirait qu'il y a beaucoup de queerbaiting dans ce clip. Oui, quand on le regarde de premier abord, je suis entièrement d'accord, même si j'ai beaucoup aimé le clip, je suis d'accord. Mais quelle preuve avons-nous vraiment que Billie Eilish ne fait pas partie de la communauté queer? Même si une personne vous dit dur comme fer qu'elle est hétéro, je sais pas pour vous, hein, mais moi pendant très longtemps j'ai dit que je l'étais aussi. Il y a quand même cette petite voix dans ma tête qui me dit qu'à une époque je me pensais hétéro, ou à une époque je savais que je ne l'étais pas, mais je jouais quand même là-dessus parce que j'osais pas encore en parler. Et si du coup notre art est notre seul moyen d'extérioriser ça, si du coup notre art est notre seul moyen de réussir à en parler sous une certaine forme sans vraiment l'admettre, est-ce que forcément notre art doit être puni pour ça, ou est-ce que nous devons nous être punis pour faire passer nos messages et qui nous sommes au travers de nos livres sans faire notre coming out parce que nous ne sommes pas prêts. Je vous base toute cette vidéo sur Taylor Jenkins Reid, mais si ça se trouve, Taylor Jenkins Reid ne va jamais faire de coming out. On n'en sait rien. Mais tout de même, il reste cette limite, ce passage flou, qui fait qu'en fait on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de ces gens, qu'on ne sait pas ce qui se passe dans leur vie, et qu'on ne sait pas si peut-être ils font partie de notre communauté ou non. Je comprends cette colère. On s'est fait avoir plus d'une fois. On sait très bien que c'est utilisé comme quelque chose de marketing, comme quelque chose de, voilà, de sexy, de fantasmé, de stéréotypé à fond, mais qu'au final, ça reste seulement dans ces cases-là, parce que dès que nous, on essaie de faire un pas en avant et de mettre en avant notre art quand on est concerné et out, on se fait fermer des portes, et que, alors que tout le reste est accepté. Donc je comprends cette colère et je la ressens également. Mais au bout d'un moment, le fait qu'on est queer ou non, c'est pas écrit sur nos fronts. Et donc on n'en sait rien si toutes ces personnes que l'on accuse d'être hétéros et d'écrire des personnages queer, on sait pas. C'est pas à nous de décider, en fait, si la personne en face doit faire son coming out ou non. Oui, il y a beaucoup de personnes hétéros qui se voient ouvrir des portes pour écrire du queer mal écrit,
stéréotyper tout ce que vous voulez, alors que les personnes queer qui font des bonnes histoires, des belles histoires, dans lesquelles on pourrait tous se retrouver, tous et toutes se retrouver, se voient fermer des portes, oui, c'est injuste, mais c'est pas parce que le système est injuste qu'il faut que l'on force hors du placard des personnes non prêtes ou que l'on mette cette frustration sur le dos des autres. Quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Et personne ne devrait nous forcer. Voilà, c'était juste sur cette question-là. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Si vous êtes queer, soyez fiers. Si vous n'êtes pas encore fiers, ça va venir. Moi, je vous aime très fort. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ah oui, et lisez Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Que Taylor Jenkins Reid soit queer ou non, c'était quand même un sacré bouquin.